Donc juste, on va vous faire un petit point sur le contexte et l'historique un petit peu de la démarche. Donc sur les cliniques Elsan de Poitiers, donc ce sont quatre établissements. La polyclinique, la clinique du Fief de Grimoire avec une maternité, la clinique Saint-Charles donc avec un centre de suite soins et réadaptation, et puis l'hospitalisation à domicile. Donc ce sont quatre établissements qui, depuis 2016, ont une cellule de prévention et de promotion de la santé, dont nous faisons partie, et donc avec des animateurs de santé publique, enfin un animateur santé publique depuis 2018, et donc nous, on est arrivé par la suite, et donc nous sommes deux maintenant à travailler sur la prévention et la promotion de la santé. Il y a des actions de Moi sans tabac depuis plusieurs années qui sont menées. Donc, c'était déjà une thématique sur laquelle on allait, soit auprès des usagers, auprès des salariés. Et puis aussi, on a des missions hors les murs. Donc, on se déplaçait dans des établissements scolaires, dans des entreprises, ou même, vous avez une petite photo d'événements sportifs euh, pendant lesquels on fait la promotion du mois sans tabac. Donc ça c'est quelque chose d'instauré qui fonctionne depuis plusieurs années. Durant ces mois, donc, il y a toute une campagne bien sûr d'affichage, de distribution d'outils et de kits d'aide à l'arrêt. Donc ça c'est plutôt en interne, où on faisait le tour des services et on demandait aux salariés qui souhaitaient être aidés dans l'arrêt. Donc on distribuait les kits, mais aussi d'en parler aux patients qui sont hospitalisés ou qui viennent en consultation. Donc tout ça, bien sûr, ça rentre nous dans un plan d'action prévention et promotion de la santé, et on est accompagné donc par l'Agence régionale de santé sur ces actions-là. Et on a donc des réunions annuelles avec l'Agence régionale de santé. Et donc ils nous ont parlé du fonds de lutte contre les addictions dès 2021. On n'était pas encore prêts. Et donc, ils sont revenus à la charge en 2022 en nous disant que ce serait vraiment important. On a des aides sur ce volet-là pour rentrer dans la démarche de lieu de santé sans tabac. Là, on était davantage prêts, une direction générale qui était à l'écoute. Et donc, ce dossier a été déposé en juin 2022. Et donc, il y a un soutien de l'Agence régionale de santé sur les 3 années à venir. On s'est inspiré du gros travail du RESPAD et notamment du guide méthodologique pour rédiger cet appel à projet. Et on essaye de suivre scrupuleusement, mais c'est plutôt bien fait, et nous, ça nous cadre vraiment dans nos actions. Donc c'est ce volet guide méthodologique et accompagnement par le RESPAD, donc on s'appuie là-dessus. Et puis aussi, juste dans le département de la Vienne, une petite information, c'est un département qui est très pauvre en structure et dispositifs d'accompagnement au sevrage et à la prise en charge. Comme vous voyez à droite, là c'est le petit formulaire, le petit flyer qui est départemental qui est réalisé. L'idée, c'est de remplir un petit peu cette feuille jaune avec davantage de consultations dans le département, et nous-mêmes sur les structures privées Elsan, nous n'en avons pas, donc ça peut être à terme un de nos objectifs de s'équiper de ce type de consultation. Donc voilà d'où vient un petit peu nous la réflexion et le lancement de la démarche. Et donc, on s'est, comme je vous disais, appuyé sur le guide méthodologique du RESPAD qui cadre bien les choses. Et donc, comment y arriver? On a suivi le guide méthodo, avec 4 temps, en fait. D'abord, un état des lieux et la nécessité d'organiser la gouvernance. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est mis en route dès le début. Et puis, on vous montrera un petit peu davantage l'état des lieux qui a été, on s'est appuyé sur des étudiants de l'IFSI dans le cadre de leur service santé, des étudiants en santé, service sanitaire, pardon. Donc, on a eu un groupe d'étudiants pendant 3 semaines qui ont réalisé cet état des lieux. Donc, c'est une ressource intéressante à la fois pour nous, structures, mais aussi pour eux. Donc, ils ont pu à la fois mener cet état des lieux auprès des salariés et des patients. Donc, c'est l'enquête tabagisme en blouse blanche qui existe. Et puis après, ils ont aussi
profiter de leur présence sur les établissements pour mettre en place des actions de prévention, des journées dédiées où vous allez au contact des patients et des salariés. Donc, l'objectif, bien sûr, final, ça va être d'accompagner les fumeurs, qu'ils soient patients, salariés ou usagers, vers le sevrage. Donc, ça, c'est le deuxième point qui cadre la démarche, donc avec à terme une prise en charge. Mais pour ça, on a un gros travail à faire, puisque sur les cliniques Elsan, en fait, il y a 2 sites et aucun des sites n'est vraiment équipé, donc pas d'abri spécifique ou d'équipement spécifique d'aménagement, et puis une signalétique qui n'existe pas, donc il y a aussi ça à créer. Donc ça, c'est le troisième axe de la démarche. Et puis enfin, il y a donc dans le guide méthodologique une partie sur l'évaluation et la valorisation des actions qui sont mises en place, donc une partie communication en interne. Donc on va utiliser là par exemple la journée du 31 mai pour vraiment communiquer la démarche à l'ensemble des personnes présentes sur le site. On l'a déjà fait en interne, bien sûr, avec, on vous montrera un comité de pilotage qui est en place, mais on communique les comptes rendus de comité de pilotage à l'ensemble des personnels pour que vraiment ils soient informés, donc qu'ils soient fumeurs ou non fumeurs. Et ensuite, l'idée, c'est aussi de communiquer vers l'extérieur auprès des prestataires, auprès des usagers, que ce lieu de santé il est sans tabac et que tout sera mis en place pour accompagner les patients fumeurs qui souhaitent arrêter vers le sevrage. Donc voilà sur le volet un peu méthodologique. Donc, on va passer donc, à l'état des lieux. Donc, comme il a été dit, il a été réalisé, nous avons eu l'avantage d'avoir 5 étudiants d'école d'infirmiers en fin d'année 2022. Donc, ils ont fait passer donc, les questionnaires du RESPAD en blouse blanche aux salariés et aux usagers. Ce qui en ressort donc, au niveau des professionnels, donc sur la prise en charge des patients fumeurs, il y a 81% du personnel qui ne participe pas à l'orientation des patients fumeurs, car pour la majorité d'entre eux, ils ne se sentent pas suffisamment formés. Donc, ils n'ont pas assez de bagages pour pouvoir orienter convenablement les patients. Et ensuite, concernant le volet des patients sur l'impact de la vue des fumeurs en blouse blanche, donc des professionnels qui fument en tenue de travail, pour les patients, ça modifie la vie de l'hygiène à 52%. Et sur les méfaits du tabac également, ça modifie leur avis à 50% aussi. On voit quand même que sur les autres aspects de la qualité de l'accueil de l'établissement, sur le professionnalisme et la qualité des soins, ça impacte aussi ces niveaux-là. Donc, l'axe prioritaire qui en est ressorti de cet état des lieux, c'est vraiment la formation du personnel pour pouvoir accompagner les patients fumeurs. Ensuite, on a essayé de repérer les zones de fumée, donc là où il y a du tabagisme. C'est principalement aux abords des entrées principales des cliniques et ou secondaires, par exemple les accès de livraison. Donc, on retrouve des salariés et des usagers donc, qui fument à l'entrée du bâtiment. Et on a une seule zone qui est identifiée avec un abri fumeur. Donc, c'est généralement utilisé par les salariés de la clinique Saint-Charles. Ils ont un petit abri fumeur en contrebas du bâtiment qui est assez caché de la vue du tout public, mais il n'y a principalement que les salariés qui y vont. Une des conséquences donc, des zones de fumée, surtout au niveau des entrées principales, c'est la remontée des odeurs de fumée dans les couloirs, dans les services et les chambres des patients. Donc, on a vraiment une exposition au tabagisme plus, et sur lequel il va falloir changer. Et donc, pour ça, on a décidé donc de voir aussi ce qui se passait au niveau du règlement intérieur sur l'interdiction de fumer. Donc, on a regardé les 4 règlements intérieurs parce que nous, on agit sur 4 établissements. Donc, ils sont tous différents d'un établissement à un autre, ces règlements intérieurs. Donc, il va falloir harmoniser et avoir qu'un seul on va dire, article sur l'interdiction de fumer. Et il est renseigné à l'heure actuelle seulement une interdiction de fumer à l'intérieur des bâtiments. Il n'y a rien d'inscrit sur le côté extérieur. Et en faisant le tour des bâtiments, on a vu qu'il y avait une absence totale de signalétique d'interdiction de fumer à l'intérieur des bâtiments. Donc, on n'a même pas les petites affichettes aux entrées de l'établissement.
et qu'on dû, à mon avis, elles ont été supprimées en temps de Covid quand il y a eu pas mal d'affichages sur le port du masque, lavage de mains, etc. Donc, voilà, des petites actions correctives qui vont venir très prochainement. Donc, comme on vous le disait, on a mis en place un comité de pilotage assez tôt dans la démarche. Au cours de ce comité de pilotage, on a mis en place un plan d'action au moins sur l'année 2023, donc qui reprend les 4 axes dont on vous a parlé, donc la gouvernance, la prise en charge, la signalétique et la communication. Et donc, alors, on a une petite affiche un peu plus visuelle donc pour vous expliquer un petit peu comment on s'y est pris. Donc, ce que je vous ai dit au niveau du contexte depuis 2016 des actions Moi sans tabac. Le 2022, donc, le dossier ARS, l'état des lieux par les étudiants et donc le comité de pilotage. Et le mois dernier, donc, lors du dernier comité de pilotage, on a validé l'audit et on l'a envoyé donc au RESPAD. Et donc, s'ensuit donc l'affichage de la réglementation dont vient de parler Delphine. On va, lors des prochaines réunions de CSE, proposer l'avenant au règlement intérieur pour que ce soit mis en place aussi rapidement. La semaine prochaine, il y a une formation de formateurs organisée par le RESPAD. Donc là, on a 2 personnes qui vont partir sur cette formation. Lundi et mardi prochain. Ensuite, un groupe de travail donc plus dédié aux professionnels de santé, donc sur les outils de repérage et de prise en charge et d'intervention précoce. La signature de la charte, donc on espère aussi courant 2023. Nos formateurs qui vont être à peu près ensuite en capacité d'organiser des formations de personnel donc sur une journée. Donc ça, on espère le mettre en place à l'automne. Travailler donc sur la signalétique et les abris fumeurs. Donc là, on a déjà des devis qui sont en cours de validation par la direction pour donc mettre en place une signalétique spécifique au lieu de santé sans tabac. Et puis des abris fumeurs qui soient éloignés des entrées et donc pour empêcher ces remontées de fumée dans les locaux dont Delphine a parlé. Et en 2024, notre ambition, c'est donc essayer d'accompagner les fumeurs, qu'ils soient usagers ou salariés au sevrage tabagique, donc avec un repérage systématique et puis ensuite une prise en charge. Et on l'espère aussi, donc des consultations dédiées. Donc on a une personne qui a déjà un DU mais qui ne l'utilise pas. Et puis un gros travail avec la pharmacie aussi pour les commandes de substituts nicotiniques, puis la délivrance pour vraiment être dans l'action et dans la démarche de lieu de santé sans tabac, qui ne doit pas s'arrêter à être juste un lieu où on ne fume pas du tout. Voilà, faut vraiment, on est dans cette démarche-là d'aide au sevrage tabagique pour les fumeurs qui le souhaiteraient. Donc voilà, de façon imagée un peu plus notre plan d'action qu'on espère tenir. C'est un peu ambitieux, mais voilà, on y travaille activement. Donc, comme on l'a dit juste avant, on a passé l'audit donc en avril en interne avant de l'envoyer au RESPAD. Donc, on a transmis cet audit récemment. Donc, on a eu un score total de 29 points sur 141. Donc, on a tout à s'améliorer. Et donc, l'objectif, c'est fin 2024 de passer nouvellement cet audit pour la labellisation. Donc, on voit qu'on a quand même la majorité des questions où l'item c'est non pas mis en œuvre au niveau des réponses sur les différentes questions. Donc rapidement, on en a déjà parlé, mais donc les prochaines étapes, c'est présenter au CSE l'avenant du règlement intérieur, qui soit commun en 4 établissements. Donc c'est un peu nos difficultés aussi avec 4 établissements. Mais bon, là, on l'a validé comme ça. L'envoi des formateurs, formation de formateurs de personnel, les formations en septembre prochain, mise en place de la signalétique à l'automne, et puis au courant de l'année 2023 aussi la signature de la charte, vraiment pour acter les choses à la fois avec le RESPAD, avec l'Agence régionale de santé et en interne, que ce soit vraiment communiqué. Bon, merci de m'avoir invité à participer à ces portraits. Donc, moi, je vais vous présenter donc, le lancement également de la démarche lieu de santé sans tabac. Donc, moi, c'est sur 2 établissements, le centre hospitalier de Dax et le CHI de Mont-de-Marsan, donc dans les Landes. Moi, je suis Arthur Perros, donc je coordonne
le déploiement de ce projet sur ces 2 établissements. Je suis infirmier de formation. J'ai évolué dans plusieurs spécialités médicales, comme la pneumologie, la gastro-entérologie et plus récemment aux urgences, au SMUR. Et parallèlement à ça, j'ai fait un master 1 en santé publique à l'ISPED, sur lequel, pendant mon stage, j'ai travaillé beaucoup sur les lieux de santé sans tabac, et notamment dans la conduite d'une des 2 enquêtes sur l'établissement de Mont-de-Marsan. Et suite à ça, donc, ce poste de coordonnateur s'est présenté à moi, donc je l'ai pris depuis décembre 2022. Donc rapidement, je vais vous présenter les 2 établissements, donc ces 2 établissements publics dans les Landes. Le centre hospitalier de Dax, un établissement de près de 1000 lits répartis sur 6 sites, donc avec un site principal, médecine chir obstétrique, urgence, réanimation, un site de gériatrie, un hôpital thermal à Dax, c'est une ville thermale, un centre de consultation avancée également sur Saint-Vincent-de-Tyrosse, une masse et un EHPAD. C'est 2200 agents hospitaliers et un institut de formation de professionnels de santé avec IFSI, IFAS et IFMK, donc qui est l'Institut de formation des masseurs kinésithérapeutes. Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, donc c'est 1200 lits sur 5 sites, c'est à peu près des établissements qui se ressemblent avec plusieurs sites. Pareil, un site général avec la MCO, le SAU, SMUR et le centre de régulation des appels. Il y a en revanche un gros site de psychiatrie sur Mont-de-Marsan, un site de SSR et 2 EHPAD. C'est 2700 agents et un CFPS également avec IFSI, IFAS et là un institut de formation très récent des ambulanciers. Donc ces deux établissements ont 2 services d'addictologie de niveau 1. Donc je vous ai mis à peu près les effectifs en ETP. Vous pourrez comparer avec vos établissements si ça vous intéresse. On mène également dans ces services d'addictologie des ateliers thérapeutiques. On dispose également de 2 ELSA avec voilà, des files actives de patients, environ 1050 patients vus et 900 pour l'hôpital de Mont-de-Marsan qui est à droite. En revanche, ces 2 établissements, il y a une longue historique avec la lutte contre le tabac qui existe depuis plus de 20 ans, avec une adhésion au réseau Hôpital Sans Tabac en 2002 à Dax et en 2006 à Mont-de-Marsan, des services d'addictologie qui sont actifs depuis une vingtaine d'années. On retrouve même également à Mont-de-Marsan un comité de lutte de prévention du tabagisme qui existait en 2006, qui là actuellement n'existe plus, mais qui avait déjà existé, des formations internes qui étaient dispensées depuis 2007 aux agents. Et également, on trouve sur le dossier patient informatisé des outils d'aide à l'évaluation, à la prescription de substituts mis à disposition du personnel hospitalier depuis 2012. Donc l'entrée dans la démarche, elle a été quand même initiée depuis plusieurs années dans les 2 établissements avec des actions. Notamment, il y a eu le recrutement de référents, quelques réunions sur l'hôpital sans tabac et ces initiatives ont été vraiment concrétisées en 2021 avec un appel à projet donc ARS sur le fonds de lutte contre les addictions auxquels les 2 établissements ont répondu individuellement. Donc ces 2 appels à projets auxquels ont répondu les 2 établissements avec pour chacun, il y avait la possibilité d'avoir un poste de 0,5 ETP pour un coordonnateur de l'ordre de 90% du budget et puis 10% qui était fait pour l'achat de budget, matériel, testeur CO, affichage, des kakémonos, etc. Donc c'est un peu 90-10, la plupart du fonds est pris par le poste de coordonnateur. Donc moi, du coup, je suis à mi-temps sur Mont-de-Marsan et à mi-temps sur Dax actuellement. Et les objectifs généraux stipulés dans l'appel à projet étaient de consolider et d'étoffer la stratégie hôpital sans tabac, de favoriser la non-exposition au tabac sur les différents sites du CH, de construire et faire vivre un copil, et d'accompagner les salariés fumeurs et les patients vers l'arrêt du tabac. Donc, en termes de ressources humaines, qu'est-ce qu'on a comme équipe qui travaille sur le projet activement? Donc, il y a quand même 2 directeurs, un dans chaque établissement qui conduisent aussi le projet avec nous. Sinon, ce sont les médecins addictologues. Il y a les 4 infirmières du service d'addictologie à Dax et les 3 à Mont-de-Marsan. Les sages-femmes addicto. Dans les 2 établissements, il y en a 2. On a également les animatrices en santé publique qui sont 2 à Dax et 2 à Mont-de-Marsan, qui, avec leurs compétences en addictologie et en prévention, sont une ressource vraiment indispensable dans le déploiement de la stratégie. Et puis les référents aussi également une ressource très très importante, surtout dans la
dans la constitution multisite que l'on a des établissements, c'est important d'avoir des référents qui sont dispersés au sein de tous les sites. Donc, ce sont principalement des agents issus des services de soins. Donc, on en a 17 à Mont-de-Marsan et le recrutement va être fait à Dax très rapidement. Et également, de façon plus ponctuelle, les autres effectifs du service d'addictologie sont emmenés aussi à pouvoir intervenir et à conduire des actions avec nous si nécessaire. Donc, comment est-ce qu'on a attaqué ce projet concrètement? Donc, ça fait 5 mois maintenant qu'on est vraiment lancé dedans avec un financement. Donc, premièrement, la mise en place du coordonnateur commun en 2022 pour 2 ans. Donc, le financement, il est de 2023 à 2025. Avec là vraiment une volonté, c'est pour ça qu'il y a un coordonnateur commun, d'uniformiser les actions, l'uniformité du déploiement du projet, que ce soit dans les actions ou dans le pilotage. Donc, les outils qu'on a utilisés pour commencer, c'était bien sûr le guide méthodologique du RESPAD, les enquêtes et l'audit, l'auto-audit. Donc, la première phase, cette phase exploratoire, on a conduit donc l'auto-audit dans chaque établissement, les enquêtes, et puis par chance, très rapidement après mon installation sur ce poste, j'ai pu assister au colloque national lieu de santé sans tabac qui m'a vraiment aidé à m'empreindre de l'état d'esprit du projet. Ça a vraiment été bénéfique pour déployer le projet ensuite. Parallèlement à ça, on a conduit donc une phase que j'ai appelée réflexion collégiale dans laquelle il s'est passé 3 moments. La présentation aux grandes instances, donc on l'a présenté dans chaque établissement, dans toutes les grandes instances, projet en CME, en comité de direction, commission de soins infirmiers, commission des usagers, directoire. On a également essayé de rechercher des partenaires mobilisables, c'est-à-dire comme la médecine du travail, la pharmacie, les services techniques, l'architecte, dans le cadre du volet vraiment aménagement des espaces, ainsi que le service formation. Et ensuite, on a donc rédigé un plan d'action complet qui découle sur 4 objectifs communs pour les 2 établissements et 34 actions sur les 2 années. Donc, je vais vous en faire un petit résumé. Ce plan d'action, il a conduit donc à un objectif général qui était de débanaliser la consommation de tabac et de réduire la prévalence au sein des établissements. Et pour cela, on a déployé 4 objectifs secondaires. Donc, instaurer une politique institutionnelle qui œuvre dans le sens d'un lieu de santé sans tabac. Donc là, c'est vraiment la gouvernance du projet. Élaborer des parcours de soins spécifiques facilitant l'accès au sevrage pour les agents et les patients. Former les professionnels à l'abord et à la prise en charge du patient fumeur. Et le volet transformation de l'environnement, où sur les 2 ans, on s'est concentré vraiment sur éloigner le tabac des grands axes, c'est-à-dire des principales entrées des 5 ou 6 sites des établissements, ainsi que du service des urgences, et puis les parkings d'ambulances, ce qui fait déjà un petit peu de travail. De là, on en découlait 4 mots d'ordre. Donc pour nous, ce serait systématiser le repérage et la prise en charge du patient fumeur, communiquer activement, former les professionnels et encadrer la consommation de tabac. Donc les résultats des audits, ils ont été conduits tous deux en janvier 23, donc on est niveau bronze, avec des scores qui étaient légèrement différents dans les 2 établissements, qui étaient de l'ordre de 50 points pour l'hôpital de Dax et de 70 points à Mont-de-Marsan. Il y avait déjà une partie du travail qui avait été faite, notamment en termes de formation, de signalétique, etc. L'enquête patient usagée, on l'a conduite en format papier. Donc elle a été conduite en avril 23 à l'hôpital de Dax, avec plus de 350 réponses obtenues, et elle est en cours de traitement. Mont-de-Marsan, c'était l'année dernière, donc ça, c'était dans le cadre de mon stage que j'avais fait. Donc là, on a eu 209 répondants avec une prévalence de 23% de fumeurs, et 95% des patients étaient en accord avec un projet d'interdiction de fumer intérieur-extérieur. Donc on n'en est pas encore là du tout, mais... et l'enquête professionnelle, donc là, on l'a conduite complètement au format numérique. Donc on a numérisé l'enquête du RESPAD, qui a été accessible via un QR code, et on s'est servi ensuite de tout ce qu'on avait à l'hôpital en termes de communication, mailing list, l'intranet, ainsi que l'application Alice. Ce qui nous a permis aussi de l'avoir en format numérique, de pouvoir ajouter des questions supplémentaires. Donc on n'a pas ajouté 10, mais on a ajouté quelques questions qui nous intéressaient en plus sur le questionnaire. Et on a aussi créé donc des affiches sur lesquelles il y avait un QR code et qui ont été affichés dans tous les services de soins, donc dans les salles de détente. Donc cette enquête professionnelle, du côté Mont-de-Marsan, elle est en cours actuellement à Dax. Et à Mont-de-Marsan, donc on avait eu 611 répondants. C'était à peu près 25% des salariés. Et on peut voir que 75% des soignants se sentaient
concernés par la prise en charge du patient fumeur et 85% étaient en accord avec le projet lieu de santé sans tabac, enfin en tout cas une interdiction de fumer intérieure-extérieure, avec des E, je pense. J'ai fait des fautes. Voilà les affiches que l'on a mis dans les services, donc à Dax et à Mont-de-Marsan. Donc on a pris le même schéma. Et donc toutes ces affiches étaient affichées dans les salles de soins, avec ce QR code scannable. Les actions qu'on a en cours actuellement, donc c'est vraiment étudier un plan de communication annuel, parce que sur vraiment les établissements avec beaucoup de sites, on aimerait vraiment communiquer activement sur le projet. On est en train de construire un plan de formation avec une formation tabac de 1 journée, parce que ça c'est pour le CH Mont-de-Marsan, il existe déjà une formation de 2 jours à Mont-de-Marsan sur la dicto qui viendra être complétée par une formation de tabac 1 journée. À Dax, on est parti sur une formation en e-learning qui sera vraiment qu'on va essayer de déployer sur tous les réseaux de l'hôpital, vraiment ciblé sur la prescription de substituts nicotiniques. Donc un e-learning peut-être d'une demi-heure, ce sera ce format que ça prendra, qu'on espère pouvoir déployer en 2024. Et parallèlement à ça, aller dispenser des formations flash d'1 heure dans les services, aussi pour les prescriptions de substituts. En parallèle de ça, on est en train d'étudier sur le dossier patient l'ouverture des droits de prescription donc aux IDE et aux kinés qui n'ont pas encore ces droits ouverts, en plus des médecins et des sages-femmes, avec la mise à jour des outils d'aide à la prescription qui sont soit sur le dossier patient ou sur la gestion documentaire. On s'engage également dans la Journée mondiale sans tabac bientôt, avec des stands de prévention, avec des animations, donc soit ciblés dans les services de cardiologie ou à l'entrée des hôpitaux, avec également des mesures de monoxyde de carbone dans les services dans lesquels on se rendra pour aussi communiquer sur le projet. On va également rencontrer les services de soins de façon individuelle. Donc ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte quand même que même si c'est une formalité, la présentation aux grandes instances, ça n'a pas eu beaucoup de retentissement ensuite en termes d'initiative et d'adhésion. Donc on repart un peu en arrière et on va présenter le projet dans les services un peu de façon individuelle. Donc il y a beaucoup de services, hein, c'est une cinquantaine à peu près, donc il y a pas mal de travail quoi, à se déployer, je pense, assez souvent dans les services pour rechercher un peu l'adhésion, rechercher des référents et recueillir des propositions ou des initiatives. Essayer de générer un peu un effet boule de neige pour que le projet se déploie petit à petit. Et on est en train donc de construire également un comité de pilotage qui serait probablement un comité de pilotage territorial sur l'hôpital. Donc c'est-à-dire un COPIL commun aux 2 établissements. Donc les principaux freins qu'on a rencontrés, il y en a eu pas mal, mais on en a surpassé la plupart, mais si je dois dire les principaux qu'on a eu déjà dans ces 5 mois, c'est vraiment la multiplicité des sites avec plusieurs kilomètres entre chacun. C'est difficile avec une équipe restreinte d'intervenir sur tous les sites et de communiquer activement. Donc là, vraiment, les leviers, c'est les référents et peut-être cette stratégie d'engager les services un à un et de communiquer activement. On a eu parfois aussi des difficultés à fédérer autour du projet, difficulté à construire une gouvernance, donc les COPIL, parce que c'est un COPIL qui devra être commun aux 2 établissements, donc on n'a pas encore réussi à le faire complètement. Et des difficultés parfois à déclencher des initiatives. Je pense que les services ont besoin de propositions concrètes hein, et que présenter la démarche ne suffit pas tout le temps. Donc là, c'est comme levier, on a identifié il faut mobiliser le corps de direction. Les référents, encore une fois, sont importants et proposer des axes de travail, se déplacer dans les services pour former. Le manque de ressources humaines, donc ça, je pense que c'est commun à tous les établissements. Avec les sous-effectifs, on a peu de temps pour que les agents puissent venir se former, peu de temps pour libérer les agents pour des réunions ou pour travailler sur des projets. C'est pour ça qu'on propose du e-learning et peut-être prochainement des réunions en visio et des sondages en ligne pour pouvoir prendre des décisions sur le projet. Et faire vivre le projet au quotidien, parfois, c'est aussi des choses qu'on trouve un peu difficiles. Et c'est pour ça qu'on essaye de définir un plan de communication anticipé et rigoureux, avec une communication répétée et soutenue. Et pour finir, nos perspectives fin d'année, donc, c'est de réunir une première fois ce COPIL, d'entamer les réflexions sur les futurs espaces fumeurs aux entrées principales parking,
d'agrandir l'équipe des référents et de la construire sur l'hôpital de Dax. S'engager dans le mois sans tabac. Avec là, on a envie vraiment de communiquer auprès des agents sur le mois sans tabac avec des défis interservices et la mise en place là d'un circuit spécial pour les agents fumeurs. Poursuivre les rencontres avec les services et on voulait faire donc dans le cadre de la communication un projet newsletter ou gazette dans lequel on pourrait communiquer de façon régulière sur lieu de santé sans tabac, mais pourquoi pas aussi sur la dictologie en général dans les établissements. Il y a également des projets d'ETP qui pourront se monter, notamment en psychiatrie et en cardiologie. Et bien sûr, la signature de la charte hôpital sans tabac. Voilà. Merci beaucoup.